C'était quoi ta toute première séance comme praticienne? Est-ce que tu étais sereine ou tu étais flippée quand même un peu? Alors, ma première séance comme praticienne, j'étais évidemment hyper flippée. Genre, j'avais révisé, j'avais demandé plein de détails au téléphone, j'avais préparé une espèce de séance en disant je vais lui dire ça, je vais lui faire telle analogie, je vais faire telle induction, tel truc. J'avais même noté les métaprogrammes que j'avais, enfin, du coup, les analyses que j'avais pu faire de la personnalité, de comment il fallait l'aborder, etc. Enfin, bref, un stress incroyable. Bah, c'était tellement stressant pour moi que je prenais qu'un client par jour au début. Ça veut dire si j'avais 3 clients qui m'appelaient, je les étalais sur 3 jours pour être sûre d'avoir le temps de préparer. En revanche, le sujet, je me souviens absolument pas de ce que c'était. Tu te souviens de la personne? Non. Non, je me souviens pas de... Et comment tu te prépares maintenant alors? Entre chaque client, maintenant tu prends combien de personnes par jour, tout ça? Comment je me prépare maintenant? Je me prépare pas. C'est-à-dire que maintenant, maintenant les gens prennent rendez-vous en ligne et je vois directement ce que j'ai besoin de voir sur le moment. Et je crois que mon max de rendez-vous par jour, c'est 8. Mais voilà, faut pas que je fasse 8 parce que 8, c'est trop. J'ai plus du tout cette peur. D'ailleurs, des fois, on me demande, mais comment tu fais pour pas les appeler avant? Et en fait, moi, je considère que c'est trop long. En plus, des fois, quand les gens m'appellent avant, je passe beaucoup de temps à parler au téléphone. On commence la séance au téléphone et finalement, des fois, le problème se règle au téléphone. Donc, voilà, je préfère découvrir quand les gens viennent. Ok. T'as déjà vécu un moment où tu t'es dit, là, clairement, l'hypnose vient de changer une vie? Un moment où je me suis dit, là, clairement, l'hypnose vient de changer une vie. Ouais, plusieurs. En vérité, je me le dis souvent. Et tu veux un exemple, peut-être? Évidemment. J'ai déjà parlé de ça, mais c'est une jeune fille qui venait pour de l'énurésie. Elle avait 16 ans et elle faisait encore pipi au lit. Donc en vrai, elle n'avait jamais arrêté de porter des couches. Et donc à 16 ans, c'est hyper compliqué parce que tu veux dormir avec tes copines. Donc on a fait 3 séances et c'est parti. Donc clairement, sa vie a changé. Après, des vies qui changent, y en a souvent parce que des fois, pour changer de vie, ça tient à rien du tout. Il s'agit de prendre une décision, il s'agit d'avoir confiance en soi pour prendre une décision, changer de travail, se lancer dans un nouveau business. Enfin, ça m'arrive régulièrement de voir des gens qui changent de vie. Et même des gens qui s'aperçoivent pas encore qu'ils sont en train de changer de vie. Ça, je le vois aussi. Qu'est-ce que ce métier t'a appris sur toi? Ce que ce métier m'a appris sur moi, et ce qui continue de m'apprendre aussi, tellement de choses. En vrai, je me rends compte que chacun de mes clients ou de mes clientes qui viennent ont une part de moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de leur vérité qui est ma vérité, toujours un peu de leur challenge qui est mon challenge, ou alors je l'ai déjà traversé, ou alors ça m'apprend à prendre du recul sur des situations qu'avant j'aurais peut-être jugées dans le quotidien en me disant « Ah, mais c'est trop bizarre de faire ça ». Et du coup, quand t'entends l'histoire des gens et que tu sais pourquoi ils font ça, ça te rend beaucoup plus humble en fait. Donc, je saurais pas vraiment dire ce que ça m'apprend sur moi, mais ça m'apprend toujours, tous les jours. Si tu devais expliquer ton métier à un ado ou une ado de 15 ans, tu dirais quoi? Si je devais expliquer mon métier à un ado de 15 ans, j'ai pas du tout préparé comme tu peux constater. Je dirais qu'il y a une partie d'eux qui contrôle 95% de ce qu'ils font tout le temps et que c'est pas la partie qu'on croit et qu'en fait quand on va en hypnose on parle à cette partie et que du coup on peut régler les problèmes et débloquer les trucs et piloter en fait le quotidien beaucoup plus facilement. C'est comme accéder à une tour de contrôle en fait. Et c'est quoi les problèmes que tu préfères régler, toi? Les problèmes que moi je préfère régler, c'est les problèmes de confiance en soi. Parce que je pense que ça me parle quelque part, et aussi parce que ça donne des résultats incroyables en fait. C'est sympa de supprimer une phobie de l'avion parce que la personne elle va peut-être aller à Punta Cana parce que c'est le voyage de ses rêves. C'est cool. Mais c'est plus cool de voir quelqu'un qui quitte une relation toxique et qui rencontre l'amour ou qui quitte un job horrible et qui va faire ce qu'elle aime vraiment, qui arrête d'écouter ce que les gens disent, arrête de s'adapter aux autres et devient qui il veut ou qui elle veut vraiment être. Ça, c'est vraiment incroyable pour moi. Et pourquoi ça te parle plus que le reste, du coup? La confiance en soi, parce que tu dis ça me parle. Je pense que ça me parle plus que le reste parce que je reviens de très très loin en confiance en soi. J'ai toujours pas fini le job d'ailleurs. Moi j'étais ultra timide, j'ai vu un psy quand j'avais 6 ans parce que je parlais à personne à l'école, j'étais archi timide. Des fois quand je raconte ça aux gens qui me connaissent, ils me croient même pas en fait tellement c'est fou. Parce qu'après j'ai occupé des postes où je parlais, je sais pas moi, tout le temps à plein de gens, à des groupes où je tenais tête à des gens importants. Mais en vrai, j'ai commencé très timide. Et donc, je pense que c'est pour ça. En fait, quand je vois, et on en parle souvent même, nous deux, quand je vois ce que ça peut changer la confiance en soi,
dans la vie, sur les choses que tu vas oser faire, je pense que c'est le truc le plus fou, en fait. Ça peut faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui fait rien, en fait. Pourquoi? Parce que tu vas passer à l'action si tu as confiance. Mais ça change quoi de passer à l'action? Passer à l'action, déjà, tu as une chance sur deux d'y arriver. Alors que si tu fais rien, tu as zéro chance De ouf. d'y arriver. Pourquoi consulter une hypnothérapeute et comment savoir qu'on en a besoin? Alors, pourquoi consulter un hypnothérapeute ou pourquoi venir me consulter directement et comment savoir qu'on a besoin? Je dirais que s'il y a quelque chose dans ta vie qui te dérange, que t'aimes pas, que tu veux ajuster, que ce soit un comportement, une sensation, des choses que tu te dis, une manière de te sentir ou d'appréhender le quotidien et que ça t'empêche de faire des trucs ou que tu vis pas ta meilleure vie, l'hypnose peut t'aider. Tu peux venir pour des phobies, tu peux venir pour de l'anxiété. Si tu te sens un peu triste ou très triste, tu peux venir pour la confiance en soi, on l'a dit, parler en public, retrouver la mémoire, surmonter un événement du passé. On n'en parle pas beaucoup parce que normalement, les personnes qui ne sont pas professionnelles de santé, on n'a pas le droit de travailler directement sur des traumas, mais sans travailler directement sur le trauma, on peut aider la personne à traverser ce qu'il faut traverser par rapport à un événement du passé. Et ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est la pudeur qu'il y a dans le métier, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de raconter ce qui leur est arrivé. Est-ce que du coup c'est de la PNL que j'utilise, donc des fois les gens me parlent et je vois qu'ils sont en train de se refaire une image dans le cerveau, je le vois au mouvement de leurs yeux, etc. Donc je sais qu'ils fabriquent une image et quand je leur dis vous êtes en train de penser à un événement du passé, parce que du coup je vois si c'est passé au présent, enfin au futur, et ils me disent oui, et je vois bien que ça suscite une émotion difficile et je leur dis j'ai pas besoin de le savoir moi. Mais par contre, on peut travailler dessus et on peut le surmonter. Et ça, c'est fou. Parce que j'ai travaillé à l'aveugle sur plusieurs sujets, et notamment une cliente qui continue à venir me voir. Et elle vient souvent, mais je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais ça va vachement mieux et elle a réglé son problème. Trop bien. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou des risques à faire une séance d'hypnothérapie? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou des risques à faire une séance d'hypnothérapie? Des risques, ouais, tu risques de changer de vie. Donc il y a je le dis à moitié en souriant, mais tu vois, par exemple, des fois c'est le couple qui va pas. Et les gens le voient pas. Ils veulent mincir, mais ils voient pas que c'est leur relation qui est difficile, etc. Donc en fait, comme on va directement parler à l'inconscient, il nous dit, ok, le problème, enfin, quel que soit le problème, est-ce que tu peux le régler? Et si il faut quitter la relation, l'inconscient va faire en sorte de le faire. Donc ça veut dire que le risque, c'est que ta vie, elle change parfois un peu brutalement si t'es pas prêt. C'est pour ça qu'on fait pas de thérapie à nos proches. Enfin, très rarement. Au-delà de ça, il y a d'autres risques, oui, pour certaines personnes qui ont des troubles psychotiques, c'est pas recommandé. De toute manière, si on est suivi de manière générale par un psychologue, un psychiatre ou un surtout un psychologue ou un psychiatre, c'est bien de demander l'avis du professionnel avant d'aller en hypnose. Ah oui, alors les effets secondaires en hypnose, c'est possible. Parfois en hypnose, on est dissocié, c'est-à-dire qu'on se voit de l'extérieur. Et quand on n'arrive pas bien à se réassocier, des fois on peut avoir un petit sentiment de flottement, un peu comme quand on a consommé de la drogue ou de l'alcool. Mais après ça passe. C'est possible quand on est enceinte? C'est possible quand on est enceinte. Moi je recommande pas parce que c'est des croyances qui me sont personnelles, mais je considère qu'il y a deux personnes et qu'il y a une personne qui n'a rien demandé. C'est peut-être pas pertinent d'envoyer un bébé en transe, quoi. Est-ce que l'hypnose peut mal se passer? Est-ce que tu as déjà dû gérer un raté ou une séance inconfortable? Alors, est-ce que l'hypnose peut mal se passer? Oui. Notamment quand on ne maîtrise pas ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que quand on demande à des personnes de se rappeler d'événements passés, il faut très bien cadrer les choses. Il faut beaucoup adapter son langage. Et donc, quand c'est pas fait correctement, ça peut être dramatique. Je parlais tout à l'heure des événements traumatiques du passé. Si on veut travailler autour d'un événement traumatique et qu'on dit à la personne tu vas aller dans le passé, si on ne dit pas c'est un moment où tout va bien, c'est un moment où tu vas te sentir bien, la personne elle peut arriver dans n'importe quel moment de son passé. Et parfois ce sera des événements horribles. Donc oui, dans ces cas-là, ça peut mal se passer. Ça m'est jamais arrivé parce que je prends évidemment cette précaution. Mais de manière générale, oui, ça peut mal se passer si tu vas pas voir quelqu'un qui cadre correctement. Et des séances inconfortables, oui, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive d'en avoir, ça challenge. On est humain, donc il y a des personnes qui me challengent juste par leur manière d'être. Et j'ai eu une séance une fois avec une dame
Je lui ai demandé quel était l'endroit où elle voulait aller. Et elle me dit telle plage. Donc elle commence à fermer les yeux et je lui dis vous imaginez la plage et là elle fond en larmes en fait. Et moi j'ai tellement paniqué et je lui dis bah revenez. Et en fait elle revenait pas. Donc j'ai dû taper des mains. Elle dit ah mais revenez. Et en vérité aujourd'hui je le ferai pas. Je la laisserai vivre l'émotion. Mais c'était très inconfortable. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'hypnose et comment choisir celle qui nous correspond le mieux? Il y a plusieurs types d'hypnose, effectivement. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais donner la liste de tous les courants d'hypnose. J'ai un article sur mon blog qui en parle. Je vais pouvoir mettre le lien autour de la vidéo si ça vous intéresse. Je vais parler des 3 principales. Il y a l'hypnose ericksonienne, qui est un petit peu directive, c'est-à-dire on dit un peu à l'inconscient quoi faire et comment il doit se comporter et on le guide beaucoup. On lui dit est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux oublier ce truc, est-ce que tu veux bien chercher une ressource, etc. Donc ça marche très bien. En fait, c'est l'une des seules sur lesquelles on a de la data en termes d'efficacité et donc c'est très très bon, en fait, l'hypnose ericksonienne en termes d'efficacité. Ensuite, il y a l'hypnose de sagesse qui est plus douce parce que c'est beaucoup des métaphores. C'est-à-dire que la personne est dans son inconscient et l'hypnothérapeute raconte des histoires et donc l'inconscient apprend de ces histoires. Donc c'est plus léger. Et ensuite, il y a l'hypnose spirituelle que je pratique aussi. Et là, clairement, pour moi, il faut avoir une croyance qui s'intègre là-dedans, quoi, parce qu'on parle d'invisible, on parle d'âme, de vie antérieure, etc. Donc, en fonction de ce qu'on a envie, soit un truc très permissif, soit un truc un peu plus cadré, soit un truc spirituel. Voilà les 3 courants majeurs. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure avec la dame qui avait fondu en larmes, est-ce que l'hypnose peut être douloureux ou est-ce que certaines émotions peuvent ressortir avec violence? Est-ce que l'hypnose, ça peut être douloureux ou est-ce que certaines émotions peuvent ressortir avec violence? Oui, mais ça dépend du cadre qu'on met et ça dépend de qui on va voir. C'est très rare dans mes séances que ce soit douloureux parce que je suggère toujours que ça va aller. Alors quand je dis je suggère, c'est une suggestion à l'inconscient, donc c'est un ordre. Hein. Si je dis à l'inconscient, tu vas faire ça, mais en fait ça va aller. Et en fait ça va. Oui, des fois il y a des émotions inconfortables. Mais en vérité, c'est inconfortable, mais c'est inconfortable comme dans un rêve. Donc c'est pas aussi inconfortable comme quand le mental dit « Ah mais c'est horrible, on va mourir, tu te rends compte ce qu'il m'a fait, etc. » Comme il n'y a pas tout ça, bah, c'est très différent en fait. L'inconfort est très différent et il est géré de manière beaucoup plus fluide. Parce que l'inconfort, en fait, ce qui rend les choses difficiles, c'est le mental qui raconte des trucs, qui va chercher des trucs dans le passé, qui va projeter des trucs dans le futur et qui va dire et maintenant du coup ça va être comme ça va être tout le temps comme ça, moi je suis comme ça donc ça peut pas m'arriver, donc ou alors ça va toujours m'arriver. Et donc comme il n'y a pas tout ça quand on est en hypnose, bah, l'inconfort il est beaucoup plus facile en fait. Qu'est-ce que les gens te disent souvent à la fin d'une séance? Qu'est-ce que les gens me disent souvent après une séance d'hypnose? Qu'ils se sentent bien, que c'était chouette. C'est souvent ça, parce que en fait, quand on revient d'une séance d'hypnose ou quand on sort d'un état hypnotique, on est un petit peu comme quand on se réveille d'un rêve. Donc souvent, on va pas raconter des tas de trucs. C'est un peu cet état de... on sort d'une rêverie et donc on discute pas beaucoup en vérité. Mais souvent, ce qu'ils me disent, c'est ça. Ça fait du bien, c'est agréable, c'était cool, c'était beau ce que j'ai vu. Voilà. Et est-ce qu'ils se rendent compte que leur problème est réglé du coup? Est-ce qu'ils se rendent compte que leur problème est réglé? Alors, bizarrement, pas tous. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que leur problème est réglé. Une partie, je trouve, de mon travail et de la thérapie, c'est aussi de leur montrer que leur problème est réglé. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre avoir un problème et avoir peur d'avoir un problème ou croire qu'on a un problème. Il y avait un monsieur qui était venu, il avait une phobie, c'était une phobie très spéciale, il avait peur d'un chiffre. Et il avait peur d'un chiffre et à l'inverse, il y avait un chiffre qu'il aimait bien, qu'il trouvait, Et donc, je demande au début, et c'est pour ça que je demande toujours, quel est l'inconfort sur 10, quelle est la difficulté sur 10, et je redemande après. Et en fait, systématiquement, au début de la séance, les gens savent dire « Ah oui, c'est 10 sur 10, ah oui, c'est 11 sur 10, ah oui, c'est insupportable. » Et quand on fait la séance, quand je leur redemande, ils savent pas dire. Et donc, s'ils savent pas dire, pour moi, il y a plus. Mais ils disent « Ah bah non, mais je sais pas, bah faudra voir plus tard. » Bah non, pourquoi plus tard, en fait? Ça veut dire qu'ils s'attendent déjà... En fait... parfois, le problème devient l'identité.
Et quand ça devient l'identité, c'est très difficile. Enfin, c'est beaucoup moins facile de faire changer les gens. Parce que les gens disent, bah non, mais moi, je suis anxieuse. Ou moi, ça fait 30 ans que je dors pas, c'est pas en 1 heure que je vais redormir. Et donc, cette croyance, elle va empêcher, soit empêcher de régler le problème en une fois, soit empêcher la personne de se rendre compte que c'est réglé. Et donc, pour cette histoire du monsieur qui avait peur de son chiffre, quand je lui ai demandé à la fin, il m'a dit, bah, ça me fait plus rien. Je lui ai dit, bah, donc ça vous fait plus rien. Et il me dit, bah, je sais pas, faudra qu'on voit. Voilà. Donc c'était réglé sur l'instant, mais lui, il s'attendait à ce que ce ne soit plus réglé. Ouais, mais alors, moi, pour l'avoir vécu sur l'histoire de mes peaux rongées, j'ai eu ce même sentiment parce qu'en fait, on voit enfin, on peut pas sentir après une séance que c'est réglé, tu vois. Il faut voir sur la durée, est-ce que je vais recommencer à avoir peur ou ou à ronger mes peaux, tu vois. Et ça se voit sur le long terme finalement. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ça se voit sur le long terme et que tu sais pas si tu vas le refaire. Mais en vérité, si je prends l'exemple d'un fumeur, un fumeur qui arrête de fumer, il peut reprendre. Tu vois Mais ce que c'est je veux ça dire ? justement. À quel moment on va dire qu'il a vraiment arrêté de fumer ? Bah oui, mais justement, c'est ça. C'est de se dire, ben, si j'ai plus envie de fumer pendant au moins X, genre, je sais pas. Pour un fumeur, j'imagine que 1 mois sans fumer, c'est vraiment une victoire déjà, tu vois. Bah, y a des gens qui arrêtent 1 mois et qui reprennent. Il y a des gens qui arrêtent 10 ans et qui reprennent. Oui, mais donc dans ce cas-là, c'est difficile de dire que c'est réglé. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, je comprends. Je comprends, mais en tout cas, sur le coup, par exemple, pour des peurs, eh ben, la peur, elle peut être réglée, mais après, il y a la peur d'avoir peur. Et il y a la peur que ça recommence. Et il y a la peur que ça recommence. Mais du coup, c'est pas la même chose, la peur que ça recommence. Bah oui, mais en fait, quand tu demandes si c'est réglé, c'est ça. C'est que tu as cette peur-là de se dire, bah ça va peut-être recommencer, donc je peux pas dire si c'est réglé, tu vois. Ah oui, alors là, c'est une différence de point de vue. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est réglé. Si ça n'arrive plus, c'est réglé. Oui. Tu vois ? Oui, si mais il y a toujours ce truc de se dire, peut-être que ça peut revenir. Oui, mais c'est comme, voilà, désolée pour la comparaison, mais c'est ce qui me vient, comme un braqueur qui arrête de faire des braquages. Il peut toujours recommencer. Oui. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Il sort de prison, ah bah c'est bon, il a arrêté. Donc c'est plus un braqueur, c'est un ex-braqueur, mais du coup, il peut toujours reprendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est particulier, en fait, d'évaluer la réussite d'une séance. Et il y a après, voilà, ce qu'on se dit à propos de nous-mêmes. Des fois, il y a des choses, des états qui sont clairement liés à l'identité. Et donc, ne plus être ça, bah, ça change notre identité, quoi. Ne plus être fumeur, ne plus être végane, ne plus être gros ou mince, ou... c'est profond comme un changement, donc c'est parfois difficile à accepter. Des fois, il y a des femmes qui m'insistent, mais elles ne le voient pas. Qu'est-ce que dit la science autour de l'hypnose ? Est-ce que c'est reconnu ? Qu'est-ce que dit la science autour de l'hypnose ? Oui, c'est reconnu. On peut le mesurer aujourd'hui. Je vous encourage d'ailleurs à voir le travail de Joe Dispenza. Joe, si tu m'entends, cœur sur toi. Qui, lui est médecin. Bon, je vais parler 2 minutes de lui, mais il est médecin, donc il a l'approche scientifique et donc très cartésienne des états de conscience modifiés. Et il a toute une palette de data avec des électrodes, des trucs, des EEG et tout. Et donc, on le mesure ça. En fait, quand on est en état de veille normal, comme là, quand on est en train de discuter, notre cerveau fabrique des ondes bêta. Quand on est en prière, en méditation, en train de scroller, on est en alpha. Donc les ondes, elles sont différentes. Et quand on est en hypnose, c'est précisément de l'alpha ou du θ. Et donc θ, c'est des ondes un peu plus profondes. θ, c'est quand on est à moitié en train de somnoler, mais on sait qu'on n'est pas en train de dormir. Et donc l'état hypnotique, il oscille entre de l'alpha et du θ. Donc c'est très précis, en fait. Et oui, ça, c'est validé scientifiquement. Tu te vois plus comme une praticienne, une accompagnante ou une décodeuse d'émotions ? Si je me vois plus comme une praticienne, une accompagnante ou une décodeuse d'émotions, je t'avoue que je sais pas du tout. Je me vois comme quelqu'un qui peut aider les gens à régler des problèmes en vrai. Je dirais accompagnante, du coup. Peut-être. T'as déjà été jugée à cause de ton métier ? Si j'ai déjà été jugée à cause de mon métier ? Bah, tout le temps, depuis que je travaille, en fait. Les gens ont toujours envie de juger tout. C'est-à-dire, avant, c'était pas assez bien, après, c'était trop comme ci, trop comme ça. Et maintenant que je fais de l'hypnose, ouais, je sens... En fait, il y a 2 catégories majeures de gens. Quand tu dis tu fais de l'hypnose, c'est soit « Ah, c'est intéressant, j'en ai entendu parler », soit c'est « Ah ouais, ok ». Tu sais, comme Homer qui rentre dans les buissons, là.
Les gens qui veulent pas parler de ça. Donc, voilà. Donc, je sens... de toute façon, les gens portent des jugements tout le temps. On porte des jugements nous-mêmes tout le temps, surtout. Je sais pas si je réponds à ta question, en fait. Bah si, mais du coup, ils te disent quoi, les gens? Ceux qui croient pas, ils disent quoi? Bah, ceux qui croient pas, ils me disent qu'ils ont essayé une fois et que du coup, ça a pas marché. Mais ça, c'est vrai pour tout, tu vois. C'est comme quand tu dis que t'es portugais et que le mec, il va te dire « Ah, ma femme de ménage, elle est portugaise ». Ou tu dis « T'es kabyle ». « Ah ouais, mon voisin, il est kabyle, il fait le ramadan ». Tu vois, en fait, ils vont... Je pense que... Il aime le couscous. Il aime le couscous. Ouais, et donc, du coup, ils vont te dire « Ah ouais, moi, j'ai fait une séance une fois, ça a pas marché, c'était à la télé. Ok ». Donc, il y a les gens qui disent des trucs comme ça parce que clairement, ça leur parle pas. Même si je pense qu'il y a quand même une forme de curiosité dans les gens qui s'adressent à moi de cette manière. Et puis, il y a des gens qui ont plein de questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que l'hypnose de spectacle, c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que je suis réceptif? Alors, la question, c'est je sais pas si je suis réceptif. Alors, tout le monde, ou presque, allez, je vais mettre 1% d'exception, tout le monde est réceptif, sauf 1% d'exception. Et est-ce que tu as envie de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus par l'hypnose? Est-ce que j'ai envie de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus par l'hypnose? Non. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je suis sortie de ça. Ça fait longtemps que je suis sortie de ça. Au début, je voulais beaucoup les convaincre. Dire, mais si, ça marche, tu vas voir, viens, je vais te montrer et tout. Et en fait, ça m'intéresse absolument pas maintenant. C'est-à-dire que je me rends compte que chacun a son chemin et que bah, si c'est pas le moment pour eux, en fait, c'est pas le moment. Si c'est pas l'outil qu'il leur faut, c'est pas l'outil qu'il leur faut. Donc, non. Si tu pouvais déconstruire une croyance toxique autour du bien-être ou du mental, ça serait quoi? Si je pouvais déconstruire une croyance toxique autour du bien-être ou du mental, ce serait la croyance que tout va toujours bien, qu'il faut toujours bien aller, qu'il faut toujours être positif, qu'il faut toujours s'habiller en blanc parce que tu comprends, le noir, ça attire les mauvaises énergies, qu'il faut écouter telle ou telle musique parce que les fréquences vibratoires, elles ont un impact. Je suis d'accord, hein, tout est vibration et c'est sûr qu'une fleur de vie, ça vibre pas pareil qu'une croix gammée. On est d'accord. Ah voilà, on va pas passer, on va être banni du truc. Mais donc je suis d'accord pour les vibrations. Je suis d'accord que y a des basses fréquences dans la musique que même moi, des fois, j'arrive pas à écouter parce que c'est trop dark. Mais ça, je pense que c'est très personnel à chacun. Et en fait, souvent dans le bien-être, quand moi j'arrive avec ma musique et que j'enlève mes écouteurs, les gens me disent « Ah, mais t'écoutes quoi ?»« Ah là !» Tu vois, c'est limite, ils font un signe de croix. Et eux, ils te disent « Non, mais moi j'écoute des fréquences angéliques, moi j'écoute des chants lyriques. » Et en fait, quand tu creuses un petit peu, bah, ces gens, ils sont pas plus lumineux, finalement, que Tupac, en fait, que les gens qui écoutent autre chose. Et donc, il y a ce truc-là, cette espèce de cadre dans lequel on veut absolument mettre le bien-être qui, moi, me crispe, en fait. Parce que y a beaucoup de gens qui se forcent à pas être comme ils sont, c'est-à-dire à écouter des trucs est-ce qu'on a tous écouté du 432 Hz en mode comme ça là. Qui écoute ça pour le kiff? Voilà, pas. Et donc je trouve que ça empêche les gens d'être eux-mêmes. Alors que l'une des vibrations les plus élevées, et c'est mesuré, c'est quand même la joie. Donc tant que tu fais des choses qui te font plaisir, eh ben tu seras toujours dans une meilleure vibration que quand tu es en train de te forcer en fait. Apporter du blanc, un cube de Métatron et Je te parle chinois. Le cube de Métatron, c'est de la géométrie sacrée, tu vois, ils en ont tous. Mais tu regarderas maintenant sur les comptes de bien-être. Merci, c'est bon. Non, mais tu verras. C'est quoi ta signature en séance, ton petit truc à toi en plus? Ma signature en séance, c'est mon petit truc à moi. C'est que si je peux faire rire, je fais. Si je peux mettre une petite vanne, une petite blague, je le fais. Ou si je peux mettre un petit truc, une petite référence qui va plaire aux gens, je le fais. Et parfois, c'est sans faire exprès. C'est-à-dire que je vais parler, il y a un truc qui va me passer par l'esprit et je vais le dire pendant que la personne est en hypnose et ils vont revenir et ils vont me dire mais c'est incroyable quand vous m'avez parlé de, je sais pas moi, je peux même pas te dire de Cool Chain. Par exemple, j'ai un client avec qui j'ai fait un travail de nettoyage des émotions, donc je lui ai demandé d'imaginer qu'il allait faire du rangement et je lui ai dit t'imagines que tu ouvres le placard de Monica. Le placard de Monica, on est d'accord, tout le monde a la ref, Friends, la meuf est super maniaque, elle a un placard qui est horrible.
et rempli et tout. Et lui, il est revenu et il m'a dit c'était incroyable le placard de Monica, c'est fou ce que ça m'a fait. Je me suis sentie plongée dans une profondeur hypnotique incroyable. Et je lui dis ah ouais, tu connais Friends? Il me dit mais non, le placard de Monica, c'est le placard de ma sœur. Et moi, j'allais dans. En fait, j'ai hérité de sa chambre quand j'ai grandi. Et du coup, quand j'allais dans son placard, bref, ça lui a rappelé des trucs d'enfance. Et en fait, ça lui a fait. Un truc hyper profond et moi je le savais même pas. Et ça, des fois, ça arrive. Et je pense que ça, c'est des choses qui se passent en dehors du conscient et même en dehors de l'inconscient en fait. C'est quoi une vraie confiance en soi pour toi? C'est quoi une vraie confiance en soi pour moi? Je t'avoue que je sais même pas. Parce que c'est difficile de voir la vraie confiance en soi et celle qui est pas forcée, mais des fois on fait des choses sans avoir confiance et on les fait quand même. Et c'est difficile de voir la différence, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que ça se voit quand les gens n'ont pas confiance en eux, mais qu'ils le font quand même? Bah, il y a ce truc de dire fake it until you make it. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Fake it until you make it, oui, mais c'est surcoté. Je pense que c'est surcoté. Parce que l'inconscient, il n'est pas dupe, en fait. Même si il vaut mieux se dire, évidemment, qu'il vaut mieux se dire tous les jours que tu vas y arriver que l'inverse. Parce que l'inconscient, il écoute tes pensées et il écoute tes mots et donc il se programme par ce que les autres te disent, mais il se programme aussi par ce que toi tu te dis, donc évidemment. Mais par exemple, répéter des affirmations positives dans le miroir sans y croire, ça marchera jamais aussi bien que d'y croire en fait. Parce que c'est l'émotion que tu ressens qui change après qui tu deviens. Et donc si tu dis un truc, c'est comme imaginer que tu vas réussir, mais si tu imagines ta réussite et que l'émotion que tu ressens c'est de la peur, ça va pas marcher. L'inconscient va dire non mais on n'y va pas, ça fait peur. Donc c'est vraiment ressentir qui est important. Est-ce qu'on peut vraiment programmer la confiance en soi avec l'hypnose? Est-ce qu'on peut vraiment programmer la confiance en soi avec l'hypnose? Oui, absolument. Souvent, pas toujours, mais on a tous eu un moment où on avait très confiance en nous. Donc l'inconscient a déjà intégré ce truc et donc on peut aller le chercher et dire est-ce que tu peux aller te souvenir de ça et refaire. Il y a ça. Et il y a que de toute façon, on peut aller la chercher à plein d'endroits de l'inconscient. Donc oui, c'est possible. Tu dirais que la confiance, c'est un muscle à entraîner ou une illusion à déconstruire? La confiance, c'est un muscle à entraîner ou une illusion à déconstruire? Les deux. Un muscle à entraîner parce que plus tu as confiance, plus tu fais des choses et donc comme tu as une chance sur deux que ça marche, plus ça marche, plus tu vas avoir confiance. Et c'est aussi une illusion à déconstruire parce que des fois, tu peux quand même faire les choses sans confiance. On croit que la confiance, c'est le Graal, mais tu peux quand même faire des choses sans confiance. On en parlait, des fois, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui arrivent quand même à faire des trucs incroyables. Mm. Donc, ça dépend de ce que tu recherches, en fait. C'est quoi les signes que quelqu'un commence à reprendre confiance? Les signes que quelqu'un commence à reprendre confiance, c'est l'inverse des signes qui, pour lui ou pour elle, font qu'il n'a pas confiance. Par exemple, quand quelqu'un n'a pas confiance, je vais demander comment tu sais que tu n'as pas confiance. Et ils vont dire je me dis ça, ou je ressens ça, ou j'ai peur de ça. Et donc, la confiance, ça va être l'inverse de ça. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de demander comment les gens savent qu'ils n'ont pas confiance en eux et comment ça se manifeste dans le quotidien. Parce que parfois, une fois que ça a changé, si tu ne sais pas ce qui a changé, tu ne peux pas voir la différence après, en fait. Et donc, c'est comment ils se parlent, comment ils se tiennent, le ton de leur voix, comment ils se présentent au monde, en fait, aussi. Et puis, ce qu'ils osent faire, évidemment. Quand tu travailles sur la confiance, c'est quoi le premier truc que tu fais sauter? Quand je travaille sur la confiance, le premier truc que je fais sauter, c'est des croyances sur ce qui est possible ou pas. Ouais, parfois, les gens pensent que les choses sont pas possibles alors qu'on est d'accord que tout existe et tout est possible. Tu dirais quoi à une personne qui pense qu'elle doit d'abord avoir confiance pour agir? Ce que je dirais à une personne qui dit qu'elle doit d'abord avoir confiance pour agir, je dirais que c'est faux. Il y a plein de gens qui n'ont pas confiance et qui agissent tous les jours. C'est mieux d'avoir confiance, c'est plus confortable. Mais tu peux quand même le faire dans l'inconfort, tu peux quand même agir, même si tu n'as pas confiance. Mais justement, le fait d'agir te permet de prendre confiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, agir peut te permettre de prendre confiance, exactement. Mais c'est beaucoup plus inconfortable que d'agir quand tu as confiance. Mais finalement, agir quand tu as confiance, ça favorise pas le succès. Parce que quand tu agis que quand tu as confiance, souvent tu vas t'interdire d'agir quand tu n'as pas confiance, alors que parfois il faut quand même le faire, quoi. Pourquoi on vend autant de confiance en soi aujourd'hui, mais qu'on en voit si peu en vrai? Pourquoi on vend autant de confiance en soi aujourd'hui, mais qu'on en voit si peu aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui n'ont pas confiance en eux, mais qui font comme on a dit, fake it till you make it, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont confiance en eux, mais c'est pas vrai. Et donc, on le voit pas. Et on parle beaucoup de notions de badass, de reprendre le pouvoir et tout. Et moi, je trouve que c'est très, très, très surfait. Ou alors, c'est une histoire d'échelle. C'est-à-dire que badass, pour moi, c'est là. Et pour les gens, c'est là, tu vois. Il y a Michel Drucker, Cool Chain, par exemple, en termes de... Et j'aimerais bien que... C'est vrai, c'est bien ça, non? Michel Drucker, il est pas un peu badass? Mi- Michel Drucker, un peu badass. Il nous enterrera tous, Michel Drucker. Ouais, mais est-ce qu'il est badass, tu vois? Mm. Est-ce qu'il n'est pas consensuel? Est-ce qu'il n'est pas, tu vois, est-ce qu'il assume de sortir? En fait, est-ce que la définition de badass dépend pas de chaque personne? Je suis d'accord. Mais du coup, Parce qu'une fois, je t'ai demandé si j'étais badass, tu m'as dit non. Ouais. Bah, j'ai changé d'avis. Non, j'ai pas changé d'avis. T'es devenue badass. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas. Mais je sais que t'es devenue badass. Parce que c'est vrai que c'est vrai, en fait. Maintenant, c'est vrai. À l'époque où tu voulais l'être, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. À l'époque, comme tu disais, non, mais moi, je vais être badass et tout, je me disais... oh. Je me disais, Magali, badass, ok. Bah, ok. Mais ça veut dire quoi badass pour toi? C'est ça le truc? Je sais pas, c'est une vibe. Okay. Et maintenant que je pense, tu veux plus, ça t'intéresse plus, je veux dire, c'est plus, en tout cas dans ton vocabulaire, tu me dis plus ça. Bah maintenant que tu l'incarnes, je trouve que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu peux pas être badass et vouloir être badass. Si tu veux l'être, c'est que tu l'es pas, par définition. Non? Ok. Est-ce que Joe Star, il dit je veux être badass? Non, il sait qu'il l'est, ouais. Voilà. Ok. Ouais, d'accord. Si tu devais résumer l'hypnose en un mot, ça serait quoi? Pouvoir. Si je devais résumer l'hypnose en un mot, ce serait pouvoir. Tu reprends le pouvoir quand tu vas en hypnose. Parce que tu vas directement manager, gérer, discuter, programmer la partie de toi qui provoque 95% de ta vie. Qu'est-ce que tu réponds quand quelqu'un te dit « Moi, l'hypnose, j'y crois pas ». Qu'est-ce que je réponds quand quelqu'un me dit « Moi, l'hypnose, j'y crois pas ». En fait, ne pas croire à l'hypnose, ce serait comme ne pas croire... Tu sais, c'est comme les gens qui disent « Non, mais moi, je crois pas aux énergies ». Bah ok. Mais en attendant, il y a des machines qui les mesurent. Il y a des appareils photo qui les prennent en photo, ces fameuses énergies. On peut voir, je sais plus quel appareil photo le fait, ça. On peut voir en fait tous les corps subtils. En fait, notre corps, il est beaucoup plus large. Donc, les gens qui disent qu'ils y croient pas, bah, c'est leur croyance. Mais il y a des gens qui me disent qu'ils y croient pas parce qu'ils veulent être convaincus. Tu sais, c'est comme les gens qui critiquent le véganisme pour qu'on les convainque de l'intérêt d'être végane et qui lancent toujours ce débat. Et c'est vrai pour toutes les catégories de choses où les gens viennent critiquer pour qu'on arrive à leur apporter un argumentaire. Mais si c'est juste je crois pas, et puis je crois pas, bah, je laisse en fait. Je préfère qu'on me dise est-ce que tu peux m'expliquer parce que j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne et j'ai des questions. Là, je vais répondre. Mais si tu me dis juste je crois pas à l'hypnose, ok, fine. C'est quoi l'image mentale qui revient souvent en séance d'hypnose? L'image mentale qui revient souvent en séance d'hypnose pour mes clients, c'est celle d'un futur extraordinaire. Parce que je leur demande explicitement de le regarder, de le voir, de ressentir comment c'est, d'écouter ce qu'ils se diront là-bas, de ressentir ce qu'ils vont ressentir. De voir les détails, c'est un peu plus complexe parce que pour voir les détails, il faut être très spécifique et moi, je ne veux pas les emmener dans un futur spécifique. Je leur dis juste que c'est un futur où tout va bien aller. C'est ça qui revient souvent. C'est quoi la question la plus bizarre qu'un client t'ait posée? La question la plus bizarre qu'un client m'ait posée, un vrai client ou quelqu'un qui voulait prendre un rendez-vous? Vas-y. Vas-y. Alors, question la plus bizarre qu'un client, qui n'a pas été un client in fine, mais m'ait posée, c'est est-ce qu'il peut venir s'il porte une culotte et des collants sous son jean? Évidemment, oui. Si vous êtes dans ce cas, évidemment. Ça ne me dérange pas. J'ai aussi un client, mais bon, je pense qu'en vrai, il ne voulait pas venir. Hein. En vrai, il voulait juste parler et raconter ses trucs. Il m'a dit qu'il avait un trouble compulsif de la masturbation. Et donc, il était obligé de le faire, genre comme ça, au pif, tu vois, t'es en train de parler, hop. Et il m'a demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai dit, bah oui, l'hypnose peut vous aider. Mais du coup, donc, du coup, il voulait le faire en cabinet. Bien sûr. Voilà. Donc, il me dit, mais est-ce que vous m'autorisez? Je dis, bah non. C'est comme si vous veniez arrêter de fumer et que je vous disais d'allumer une clope. Ça n'a aucun sens. Et donc, voilà la question la plus bizarre qu'un de mes clients m'ait posée. Mais bon, du coup, ça n'a pas été un client, évidemment, parce que je pense qu'en vrai, il voulait pas venir, il voulait juste
Voilà. Je sais pas ce qu'ils voulaient. Et sinon, les clients? Les vrais clients, questions bizarres. Je crois pas que j'ai des questions bizarres. Je trouve pas que les questions soient bizarres en fait. Si t'étais pas hypnothérapeute, tu ferais quoi? Si j'étais pas hypnothérapeute, je ferais quoi? Ah, je serais rockstar. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est un truc qui me fait rêver. En fait, je crois que j'ai des vies antérieures. Ok, c'est la minute perchée. Je crois que j'ai des vies antérieures que j'ai vues dans des trans hypnotiques. Et je sais pas, j'aimerais trop en fait. J'aimerais trop être guitariste. Je sais. Ouais, guitariste. Pas genre chanteuse, pas guitariste. Ok, on a fini.